Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec Diego Sequeira, un journaliste remarquable du Venezuela, pour éclairer la situation concernant l'offensive des États-Unis en Amérique latine. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Merci Glenn, merci de m'avoir invité. Alors, Trump a dit que l'Amérique voulait récupérer son pétrole. Elle a attaqué le Venezuela, tué beaucoup de gens et enlevé le président et sa femme. Ensuite, ils ont été envoyés devant un tribunal à New York pour y être jugés, ce qui est censé rendre tout cela légal. Puis Trump déclare que le pays sera désormais dirigé par les États-Unis et qu'ils obtiendront beaucoup de pétrole et d'argent. C'est très déroutant à plusieurs niveaux. Je pense qu'il s'agit à la fois de la question de la légalité, mais aussi de l'idée que les États-Unis contrôlent déjà le Venezuela parce qu'ils ont tué des gens et enlevé le président. Il y a donc beaucoup de choses à analyser ici. J'ai pensé que nous pourrions peut-être commencer par l'attaque elle-même. Que s'est-il réellement passé là-bas? Vous êtes à Caracas en ce moment. Que s'est-il passé là-bas? Comment les États-Unis ont-ils pu réussir cela? On entend dire que certaines personnes ont été achetées car elles n'ont pas tiré sur les hélicoptères américains. Avez-vous des informations à ce sujet? Oui, enfin, concernant la dernière partie de votre question, je pense que dans les prochains jours, les choses vont devenir plus claires. Qui, quoi, quand exactement. Et ce qui expliquera, disons, la non-réaction ou la réaction paralysée, si l'on veut, pendant l'assaut vers 2 heures du matin le 3 janvier. En gros, vous savez, le récit officiel dit que c'était une opération propre, qui se sont simplement concentrés sur des cibles militaires, comme on le prétend d'habitude, et que c'était, oui, l'une des meilleures opérations jamais menées. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Nous savons maintenant qu'il y a eu jusqu'à présent environ 100 de morts et un nombre à peu près équivalent de blessés. Jusqu'à présent, selon notre ministre de l'Intérieur, ce sont les chiffres qu'il a donnés hier, cela montre assez clairement que ce n'était pas, comme ils le prétendent d'ordinaire, de simples dommages collatéraux, pour reprendre leur propre langage. C'est ici une manifestation évidente. Parmi les cibles qu'ils ont attaquées, oui, je veux dire, ils ont attaqué l'un des plus grands complexes militaires du Venezuela, Fuerte Tiuna, qui comprend également de nombreuses zones résidentielles à l'intérieur de son enceinte. Ces zones ont aussi été touchées. Pas directement dans ce cas, mais bien sûr, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un impact direct pour causer des dégâts et détruire des habitations, ce qui s'est produit dans de nombreuses zones. C'était l'une des principales cibles. L'autre exemple était le port de La Guaira, le port situé près de Caracas. Il se trouve à environ une demi-heure de route de Caracas. Ils ont également déclaré que plusieurs zones militaires sensibles avaient été attaquées, mais l'une des cibles était en réalité un entrepôt de matériel pour la dialyse. Cela montre une fois de plus que cela dépasse le récit d'une opération purement militaire ou nette. Ils ont aussi bombardé, par exemple, l'Institut vénézuélien de recherche scientifique et le centre de mathématiques y a été pratiquement anéanti, ainsi que d'autres centres, notamment ceux d'agroécologie et de physique. Nous ne parlons donc pas ici de cibles ayant une réelle valeur militaire. Puis à Caracas, ils ont également attaqué une zone appelée El Volcán, le volcan, qui se trouve dans le sud-est de Caracas, là où est située une grande antenne de communication. L'onde de choc a été si puissante qu'elle a détruit de nombreuses maisons dans une municipalité qui, soit dit en passant, n'a jamais soutenu Maduro. C'est un endroit où le chavisme n'a jamais gagné. Il y a des victimes là-bas, des blessés, de nombreuses maisons détruites. Une autre de leurs cibles était une crèche à Higuerot, dans l'état de Miranda. Tout cela se situe dans le centre du Venezuela, Glenn. C'était la zone, le secteur qui a été attaqué.
Jusqu'à présent, ils ne se sont concentrés sur aucun autre endroit du pays. S'il y a une seconde vague, d'après certaines menaces de Trump, je suppose que cela élargirait la liste des cibles. Et oui, avec le résultat que nous avons déjà vu, qui a impliqué l'enlèvement de notre président légitimement élu et de la première dame, Cilia Flores, aujourd'hui en procès, c'est, vous savez, sur le plan personnel, difficile même de commencer à commenter. Je n'étais pas à Caracas, en fait. J'ai dû m'y rendre depuis l'ouest du Venezuela lors d'un voyage très long et bien fascinant à sa manière. Mais après coup, en acceptant le fait que désormais notre ville rejoint ce club des villes bombardées, et simplement oui, en tant que citoyen, il est difficile de comprendre que sa propre ville ait été bombardée. Des gens ont été blessés. Des gens ont été tués. C'est tout simplement fascinant dans un certain sens. Vous savez, moi, l'année dernière, j'étais à Téhéran après les attaques, après les 12 jours d'agression israélienne. Donc d'une certaine manière, c'est bouleversant de voir l'uniformisation de ce genre de choses. Comment il n'y a pas de grande différence quand on voit un complexe résidentiel dont tous les murs se sont effondrés et qu'on s'assoit à l'intérieur des maisons, et heureusement, oui, certaines personnes ont survécu, mais des gens ont été tués, des civils. Je ne parle pas de cibles militaires. Il y a eu aussi d'ailleurs des témoignages de jeunes soldats qui ont riposté dans l'un des bataillons à propos de ce qu'ils faisaient et qui ont effectivement repoussé l'une de ces attaques. Donc cela ne correspond pas non plus au récit américain sur le succès de cette opération. Et bien sûr, oui, c'était écrasant. Je veux dire, 150 avions de combat survolaient le Venezuela, plus précisément Caracas, ainsi que des drones et des dispositifs de guerre électronique. Beaucoup de navires de l'Armada, basés près de nos côtes, ont été mis en action, et c'était tout simplement écrasant. Même avec toutes les spéculations sur ce qui a pu se passer d'autre, c'était tout simplement trop pour un pays comme le Venezuela. Il faut aussi en tenir compte, quelles que soient les questions que nous nous posons encore à ce stade. Je suis assez sûr que des réponses officielles arriveront dans les prochains jours. C'était tout simplement trop difficile à empêcher. Voilà, en gros, le résumé. Ils ont traversé plusieurs villes et j'ai moi-même visité au moins 4 ou 5 villes de l'ouest du Venezuela en venant ici, à Caracas. Et ils ont bougé, en gros, de la même manière. Je veux dire, les personnes les plus politisées se rassemblent. Et il y a eu des réunions, des rassemblements et des manifestations tous ces jours-ci. Tous. Il y en aura d'ailleurs un autre aujourd'hui. Et si tu regardes les photos, si tu regardes les images, il y a énormément de monde. Et cela, j'en suis sûr, ne concerne pas seulement le chavisme. Je suis presque certain que cela implique aussi d'autres citoyens qui condamnent les attaques, tout comme cela s'est produit d'ailleurs à Téhéran pendant ces journées de juin, car c'est fondamentalement l'une des prises de position les plus importantes. Ensuite, il y a des gens encore choqués et inquiets, préoccupés par l'avenir proche, mais calmes. En un sens, c'est le cours normal des choses. Je veux dire, cela n'a pas changé de manière spectaculaire. Il n'y a pas de trouble, pas de soulèvement, pas, vous savez, de rumeurs militaires d'aucune sorte. Rien de tout cela jusqu'à présent. Nous sommes le 8 janvier aujourd'hui, et cela confirme en fait qu'aucune des spéculations extérieures ne se réalise pour le moment. Et cela prouve aussi une autre chose, la constance des Vénézuéliens. Je ne dis pas cela de manière idéologique ou tapageuse. Je le dis comme une leçon difficile apprise il y a longtemps. Parce que oui, bien sûr, c'était massif et différent des précédents. Mais la capacité et la faculté de simplement continuer malgré toute perturbation majeure sont déjà devenues notre marque de fabrique.
Eh bien, il semble que ce soit un thème récurrent aux États-Unis de supposer que les autres les verront comme ils se voient eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'ils ont bombardé et détruit l'Irak, ils partaient du principe qu'ils seraient accueillis en libérateurs. Et puis, d'une certaine manière, oui, ils ont été surpris d'être reçus comme des impérialistes. Toi et moi, nous nous sommes rencontrés en Iran, et j'ai pensé la même chose plus tard à propos des Iraniens. L'idée que les États-Unis commenceraient à bombarder leurs installations nucléaires civiles, et que d'une façon ou d'une autre, les Iraniens descendraient dans la rue pour acclamer les agresseurs impérialistes, puis tenteraient de renverser leur propre gouvernement au profit du pays qui les aurait bombardés. Je trouve cela assez étrange, et je pense que c'est la même hypothèse aujourd'hui. Que tu sais, nous enlèverons le président du Venezuela, nous montrerons sa femme battue au tribunal, nous tuerons beaucoup de leurs citoyens, et que d'une manière ou d'une autre, le peuple se soulèvera contre son dirigeant détesté et nous accueillera avec des fleurs. C'est une chose très étrange. Je pense que cela revient à l'idée, comme je l'ai dit, que les autres te verront comme tu te vois toi-même. Mais évidemment, toi. Oui, absolument. Malgré les divisions au sein d'un pays, si vous commencez à le bombarder, même aux États-Unis, eh bien, beaucoup de gens détestent Trump. Mais si la Chine commençait à bombarder Washington demain pour sauver les Américains de Trump, vous pouvez être sûr que le pays serait rapidement uni. C'est une idée absurde, mais il continue de tomber dans la même logique encore et encore. Oui, le même solipsisme, tu vois. C'est comme le même solipsisme, le même genre de, je ne sais pas, biais de confirmation confortable dont ils ont toujours besoin pour construire ce type d'analyse et pour vendre ce genre de guerre, pour les faire approuver d'une manière ou d'une autre sur le plan intérieur. Et ce n'était pas le cas d'ailleurs si l'on regarde les sondages venant des États-Unis et du Venezuela. C'était intéressant de voir ce reflet entre le Venezuela et les États-Unis, les deux voyant à travers le récit et n'approuvant aucune sorte d'aventure contre le pays. Enfin, je connais au moins 3 ou 4 sondages américains dans ce sens. En gros, premièrement, ils ont dit qu'ils voyaient clair dans les mensonges. Deuxièmement, ils ne pensaient pas que cela allait leur être bénéfique, pas du tout. Et troisièmement, ils ne croyaient pas au récit. Donc oui, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Et c'est un point très intéressant, un réflexe culturel et philosophique qui se manifeste là, non seulement bien sûr aux États-Unis, mais aussi, je suppose, dans une certaine mesure, Georgium Occidental and Fermentering. Oui, non, mais c'est juste que les êtres humains ont tendance à faire ça. Nous divisons les gens entre nous et eux, entre groupes d'appartenance et groupes extérieurs. Et nous nous présentons toujours comme les bons, tandis que les autres sont les mauvais. Mais quand cela devient une idéologie, c'est comme si nous représentions la liberté et l'émancipation, et que nos adversaires étaient toujours des autoritaires. Et ensuite, on part du principe que les autres verront les choses de la même manière. Ainsi, même quand les Américains disent « Eh bien, nous allons venir, nous voulons votre pétrole, nous allons prendre votre pétrole, et vous n'avez pas le droit de commercer avec qui vous voulez, seulement avec nous. Vous allez devenir une station-service exclusive pour les États-Unis, et nous venons dans votre pays pour vous bombarder. » Ils supposent encore qu'ils sont les libérateurs. Je veux dire, oui, ça dépasse la science politique et relève, je pense, de la psychologie. Psychologie, psychiatrie. Un psychiatre, oui. Mais je voulais quand même poser une question, parce que les États-Unis annoncent depuis la Maison-Blanche que désormais, ils dirigeront le Venezuela jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit trouvé. Et ensuite, Trump a déclaré qu'il permettrait à la présidente par intérim, Rodriguez, de rester en poste tant qu'elle ferait ce qu'on lui dit.
Je me demande tout de même dans quelle mesure les États-Unis n'en font pas trop. Car on a l'impression qu'ils ont pris le président et dit « Eh bien, nous avons gagné. Le Venezuela est à nous maintenant. » Mais, encore une fois, il y a eu une certaine confusion, étant donné cette attaque, et il se pourrait qu'ils aient eu des informateurs à l'intérieur. Vous savez, je pense que beaucoup de gens partent du principe que tout ce que dit Trump est juste, que désormais le Venezuela est sous contrôle. J'ai vu des articles de journaux affirmant qu'ils doivent maintenant gérer le Venezuela de manière responsable, qu'ils doivent... Enfin, vous voyez. Mais je crois qu'on a sauté une étape ici. Peut-être qu'ils y parviendront plus tard, je ne sais pas. Mais ils ne contrôlent certainement pas le Venezuela, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a deux évaluations de base. L'une d'elles consiste à lire entre les lignes, dans le sens où, oui, il déclare en gros, comme je l'ai dit, moi aussi, une sorte de victoire à court terme, euphorique, mais passagère. Mais cela ne correspond pas à ce qui se passe réellement ici, comme je te l'ai expliqué il y a quelques minutes. Et pourtant, il n'y a plus de présence américaine ici à Caracas ni ailleurs au Venezuela pour diriger quoi que ce soit. Et chose amusante, si l'on lit encore une fois entre les lignes, on reconnaît aussi quelque chose d'important ici. Tu ne pourras pas réussir un changement de régime parce que cela ne servirait pas tes intérêts. Il faut que tu agisses ou que tu improvises, et je pense que c'est ce que tu fais ici. Et ce que tu as, c'est en réalité un État fort, cohérent et fonctionnel. L'État chaviste. Je veux dire, ils l'ont clairement dit plusieurs fois ces derniers jours, que ce soit Marco Rubio, Trump, Hegseth ou d'autres, en affirmant que Maria Corina n'est pas celle qui pourra diriger le pays. Elle n'est pas assez respectée, elle n'a pas assez de soutien. Ils l'ont simplement dit. C'est donc un moment assez étrange et ambigu, en ce sens. Mais le fait de reconnaître que c'est tout ce avec quoi tu peux travailler est très révélateur. Et l'autre point sur la même question, c'est à quel point il est désormais clair que, comme tu l'as déjà formulé, il nous voit simplement comme la station-service et l'arrêt nécessaire pour aller plus loin dans la région. La première étape, oui. Et cela aussi, en fait, c'est essentiellement une métaphysique impériale de ce que le Venezuela représente pour tous ces gens et à quel point, en réalité, il dépasse déjà complètement le cadre. En ce qui concerne le pétrole, par exemple, il y a un communiqué clair de notre compagnie pétrolière nationale indiquant que nous diversifions notre économie. Nous avons toujours eu ce type d'accord commercial et il sera désormais fondé sur le modèle Chevron. Comme vous le savez, Chevron n'a jamais vraiment cessé ses activités, sauf pendant une courte période. Ils ont été actifs au Venezuela tout ce temps. Je veux dire, je suis sûr que même la semaine dernière, avant que tout cela n'arrive, il y avait encore des pétroliers de Chevron qui exportaient du pétrole, le vendaient et l'intégraient à leur propre système, quel qu'il soit. Et c'est essentiellement ce que notre président intérimaire, Desi Rodriguez, a dit, qu'il n'y a pas de réelle différence ici. Et si vous parcourez les déclarations, même les plus récentes, il y a cette interview du président Maduro conduisant sa voiture avec Ignacio Ramonet, le célèbre journaliste franco-espagnol. Il disait la même chose. Je veux dire, bien sûr, nous sommes disposés à commercer et à faire des affaires avec les États-Unis de la même manière que nous le ferons avec n'importe quel autre pays, mais sur un pied d'égalité. C'est le principe fondamental, évidemment, et c'est quelque chose qui a été souligné. Concernant les conditions dans lesquelles ce pétrole est désormais vendu, au-delà, bien sûr, du discours et de ce qui va se passer, je suppose que ça deviendra clair dans les prochains jours, une fois que les revenus seront correctement gérés. Parce que Trump a dit une chose, et ils affirment qu'ils vont gérer l'argent par l'intermédiaire de la compagnie pétrolière, etc.
Mais je ne sais pas dans quelle mesure cela va réellement se concrétiser. Je ne sais pas encore. Il faut attendre et voir. C'est aussi quelque chose qui est encore en cours. Et je n'ai pas les informations nécessaires pour avoir une vision plus complète de la situation. Et aussi, de mon point de vue, personnellement, c'est une manière de gérer un conflit dans une situation très complexe et dangereuse. Cela repose également sur quelque chose que les États-Unis n'ont pas dans ce cas. L'un de ces éléments est l'intelligence nécessaire pour gérer ce genre de choses. Et l'autre, assez ironiquement, je pensais à cette célèbre citation des talibans qui dit « Vous avez les montres, mais nous avons le temps ». Je pense que c'est l'un de ces cas, surtout quand on se rend compte que si l'on regarde les médias occidentaux, il ne semble pas encore y avoir de véritable plan, un plan cohérent sur ce qu'il faut faire au sujet du Venezuela, en dehors de déclarations bravaches. Donc, c'est encore quelque chose de très dynamique en ce moment, très fluide. Et nous verrons quelle forme cela prendra. De plus, vous avez vu il y a quelques jours, Trump menaçait le président Rodríguez et le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, en disant que s'il ne se plie pas ou ne coopère pas, il pourrait subir un sort encore pire que le président Maduro. Cela montre donc aussi à quel point le contrôle est réel, surtout parce que les déclarations venant à la fois du président intérimaire et du ministre de l'Intérieur sont actuellement assez cohérentes. Elles sont en accord avec ce qui est habituel depuis que le gouvernement chaviste est en place. Il est donc très intéressant de voir comment la situation va évoluer dans les prochains jours. Eh bien, au départ, lorsque les Américains sont intervenus, beaucoup pensaient que ce serait une sorte d'invasion, comme en Irak, où ils pourraient former eux-mêmes un gouvernement. Mais une fois qu'il est devenu évident que ce n'était pas le cas, on doit se demander comment les Américains comptent diriger le Venezuela, pour reprendre le langage de Trump. Mais maintenant, il semble de plus en plus, comme vous l'avez suggéré, que si le président par intérim, Rodríguez, ne fait pas ce qu'on lui dit, il subira un sort pire. Vous attaquerez de nouveau, et il regrettera presque d'être Maduro, en somme. Mais quelle est votre position en ce moment? Où en sont le Venezuela et les États-Unis? Parce que cela suppose qu'il doit y avoir des tactiques de pression ou des négociations. Je ne sais pas. Si je conseillais le Venezuela, d'un côté, je dirais qu'il ne faut pas vouloir une guerre avec les États-Unis, car ce serait dévastateur. De l'autre, on ne peut pas non plus être une colonie des États-Unis. Mais existe-t-il un terrain d'entente qui pourrait repousser l'agresseur américain? Car si la question se limitait à donner aux Américains un accès à l'énergie, cela ne poserait pas de problème. Mais Maduro, si je comprends bien, a déjà proposé cela. Pourtant, il semble que les Américains veulent, encore une fois, une sphère d'influence exclusive. Ils ne veulent pas que les Chinois ou les Russes fassent des affaires là-bas. Il faut que ce soit, en somme, une station-service réservée à l'Amérique. Mais c'est un peu excessif, car une fois qu'on accepte un tel accord, on devient une colonie. Alors, sont-ils en pourparlers en ce moment, ou savons-nous quoi que ce soit à ce sujet? Eh bien, oui, c'est justement la complexité à laquelle nous faisons face, n'est-ce pas? Je veux dire, tu présentes les choses clairement, parce que je pense vraiment que c'est ce genre de haut trouble que nous traversons en ce moment. Je n'ai aucune confirmation formelle, tu sais, de contact entre les parties, mais il est difficile d'imaginer qu'il n'y en ait pas. Je veux dire, il faut bien, à un moment donné, au moins pour une coordination de base, qu'il y ait des gens des deux côtés. Et je pense vraiment que cela doit être le cas. Tout ce que je dis, c'est que je n'ai aucune preuve, donc je dois rester responsable quant à la portée de mes spéculations sur ce point. Et je suis sûr que nous aurons une image plus claire, peut-être aujourd'hui, peut-être demain,
peut-être après-demain, mais bientôt. Malgré tout, oui, il doit bien y avoir quelque chose de ce genre. Il y en a toujours, tu sais. Il existe toujours ce genre de canaux dans ce type de situation. Je pense que même pendant la guerre en Irak, à cette époque, il y avait au moins quelques lignes de communication très simples et fonctionnelles. J'aurais imaginé que c'est plus le cas aujourd'hui, mais ce qui est important ici, c'est précisément de savoir comment surmonter ce dilemme complexe que vous décrivez. Je veux dire, oui, il n'y a aucun sens à se lancer dans une guerre totale, et il n'y en a pas d'avantage à simplement se soumettre et instaurer une domination coloniale complète. Surtout maintenant, car je pense que cela aussi a changé. Je crois que Miller est désormais celui qui va être, disons, le vice-roi potentiel chargé du dossier du Venezuela. Et bien sûr, il a déjà exigé que le Venezuela rompe ses liens économiques avec la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba. Et ce sont des exigences très différentes, très difficiles à satisfaire, simplement parce que vous êtes les États-Unis et simplement parce que vous dites tout cela. Je ne pense pas que cela fonctionne aussi simplement, et je ne pense pas que cela va se passer ainsi. Vous avez vu lorsque la présidente Rodriguez a prêté serment, les 3 premières délégations étrangères qu'elle a saluées étaient essentiellement la Russie, la Chine et l'Iran. Donc, le langage a aussi son importance ici. Et probablement que les 3 sont bien conscients que dans cette complexité, les choses seront abordées différemment. Mais je ne crois pas que cela ira jusqu'à un revirement complet pour simplement remettre le pays aux États-Unis, que ce soit ou non le rêve idéologique. Une fois encore, maintenant que nous en parlons, tu sais, cet état d'esprit un peu néoconservateur auquel nous faisons face ici, mais même selon les critères néoconservateurs, c'est encore plus vain, plus simpliste, plus primaire que cela. Et je pense que d'une certaine manière, c'est aussi un service rendu au monde. Mais en même temps, si on regarde la situation avec un esprit plus lucide, plus calme aussi, et je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle des 10 dernières années, cela a rendu un grand service au monde en montrant comment l'Empire fonctionne et à quel point cela a été clairement exprimé. Car une grande partie de cette franchise était déjà présente pendant la première administration Trump. Ce qui est tragique pour moi, Glenn, c'est que personne n'en a vraiment tiré les leçons. C'était là, il n'y avait pas de nuances. Il n'existe même pas de nuances entre les partis démocrates et républicains. Du moins en ce qui concerne le réalignement stratégique du Venezuela avec les intérêts stratégiques des États-Unis. C'est donc tragique de voir comment ce camp libéral et même certains progressistes d'Amérique latine qui furent autrefois farouchement opposés au Venezuela, je pense ici à Gabriel Boric, le président chilien, font aujourd'hui marche arrière et publient des déclarations unanimes condamnant ce qui s'est passé ici, et ainsi de suite. Il n'y a aucune conscience de la part qu'ils ont joué dans cette situation. Je veux dire, il est difficile de ne pas se demander à quel point les choses auraient été différentes si le Brésil, en 2024, n'avait pas boycotté l'adhésion du Venezuela aux BRICS en tant que partenaire, pas encore comme membre, mais comme partenaire des BRICS, et voici le résultat. Cela montre en fait tout ce qui a été fait. Et maintenant, un autre point que je trouve important à aborder, que tu as déjà mentionné, c'est la manière dont les États-Unis ont vraiment essayé de mettre en scène une sorte de défilé triomphal à la romaine, avec Nicolás Maduro lorsqu'il est arrivé au tribunal, et ainsi de suite. Ou même avant cela, quand il a été transféré d'Iwo Jima à la base de Sinex, puis à New York. Mais les images que tu as vues étaient en réalité très différentes et très Caracas pour quelqu'un de Caracas comme Nicolás Maduro. La façon dont il a simplement dit bonjour, salué la presse et lancé « Bonne nuit, bonne année »,
Ce moment est devenu viral parmi les partisans du chavisme et d'autres personnes qui lui sont favorables. Il était menotté et il a simplement fait ce geste vers la caméra. Et ce n'est pas pour nous le signe de la victoire. C'est venceremos. Nosotros venceremos. Nous voyons donc comment il a su manier la langue dans un moment qui aurait dû être pour lui et pour la première dame un moment d'humiliation. Et puis voyez-vous, si l'on parcourt les impressions des journalistes qui couvraient le premier jour du procès, ils ont eux aussi été frappés par la manière dont il restait fondamentalement ferme et disait ce qu'il disait. Je ne suis pas innocent, je ne suis pas coupable, je suis un prisonnier de guerre, j'ai été enlevé chez moi et je suis le président légitime du Venezuela. Et je pense que c'est très important, car cela ne cède rien de ce dont les États-Unis avaient désespérément besoin sur le plan du récit. Et quelque chose dont avaient aussi besoin, oui, des personnes comme Maria Corina Machado et la diaspora extrémiste, ainsi que les partisans de toute cette mésaventure. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, Glenn, mais l'Argentine aujourd'hui, l'Argentine de Milei, le procureur général a en réalité demandé aux États-Unis d'extrader Nicolás Maduro vers l'Argentine pour le poursuivre pour crimes contre l'humanité. C'est très révélateur du rôle joué, car j'ai déjà parlé des libéraux et de la gauche tiède, dans une certaine mesure. Mais cela montre aussi le rôle des États vassaux dans la région. L'Argentine, de loin, est la plus proactive. Et pas seulement, on pourrait même dire que ce n'est pas simplement un vassal des États-Unis. On pourrait même dire que dans ce cas, c'est un vassal d'Israël, en promouvant les accords Issa, et ainsi de suite. Mais cela en dit aussi long sur le rôle que chacun jouera dans ce type de situation, concernant ce qui est le plus important ici, Glenn. À savoir que, oui, bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'un changement de régime, et pas seulement de pétrole. Et bien sûr, il est désormais clair qu'il n'a jamais été question de drogue. Si l'on suit l'acte d'accusation, il s'agit d'un changement régional, de remodeler toute la région à travers le prisme de la nouvelle stratégie de sécurité nationale et de ses définitions des alliés, de la souveraineté, et ainsi de suite. Parce qu'il ne s'agit même pas seulement du Venezuela. Il n'a pas fallu longtemps à Trump pour faire remarquer que le Mexique pourrait être le prochain, ou Cuba, ou le Nicaragua, ou la Colombie. C'est assez extraordinaire qu'il puisse sortir une liste aussi longue. Et même les Européens sont devenus un peu mal à l'aise, pas au point de contester. Mais en gros, les Européens ont presque supplié Trump de donner une justification, parce que le mot magique, c'est démocratie. Il suffit de dire « Oh, nous l'avons fait pour la démocratie », pour que les Européens puissent apporter leur plein soutien, car c'est ce que nous faisons depuis 30 ans. Tant qu'on dit démocratie ou droits de l'homme, alors la guerre est légitime et nous apportons un soutien total. Mais tu sais, ils ne voulaient pas de cela. Même là, nous avons manqué Machado, à qui l'on avait décerné le prix Nobel de la paix pour avoir voulu attaquer son propre pays. Mais enfin, c'était extraordinaire. À la place, il dit « Nous voulons le pétrole. Donnez-nous le pétrole. Nous allons devenir riches maintenant. » Je veux dire, c'est absurde. C'est vraiment ce qui aliène les Européens, qui étaient prêts à, vous savez, fermer les yeux quand les États-Unis ont détruit leur infrastructure énergétique. Mais là, ça va un peu trop loin. Je ne vois pas en quoi cela serait dans l'intérêt de l'Amérique. Pousser le monde entier, le brutaliser à ce point. Mais je veux vous interroger sur un tweet précis. Trump est sorti en disant que le Venezuela allait désormais livrer entre 30 et 50 millions de barils de pétrole vendus au prix du marché et que l'argent serait contrôlé par Trump. Donc je ne suis pas sûr. Enfin, cela ressemble à un accord très précis, mais encore une fois, il a tendance à parler un peu trop vite. Y a-t-il un véritable accord à ce sujet, ou est-ce simplement lui qui parle?
Oui, exactement. Je ne sais pas à quel point cette partie de l'accord dont nous parlons est réelle ou véridique, ni si cela va vraiment fonctionner de cette manière. Honnêtement, je n'en sais rien. Ce que je sais, d'après un communiqué, comme je te l'ai dit plus tôt, de la compagnie pétrolière nationale, c'est que, oui, je reconnais qu'il va y avoir, tu vois, cela fait partie intégrante de la politique historique du gouvernement et de la compagnie pétrolière nationale en matière de vente de pétrole. Et aussi selon, si tu cites, enfin, je deviens un peu technique ici. Je ne suis pas un expert en pétrole. J'aimerais bien l'être. Mais j'ai entendu dire, par exemple, que, selon Marco Rubio, le confinement pétrolier aide en réalité l'industrie du pétrole, dans le sens où il va permettre de libérer de nombreux dépôts qui doivent être vidés puis remplis à nouveau avec le pétrole extrait. Donc oui, c'est précisément ce que je me demandais il y a quelques questions. Dans quelle mesure? Parce que je ne sais pas, en dehors de l'approche officielle. Oui, et d'ailleurs, la présidente Densi a abordé ce sujet en détail hier, et elle a souligné l'essentiel, à savoir qu'il n'y a pas de grande contradiction ici, car cela a toujours été la position du Venezuela vis-à-vis de ses clients et partenaires en matière de pétrole. Je pense donc qu'il y a deux niveaux qui opèrent ici à ce stade. Le premier est bien sûr clairement pragmatique en ce sens, des deux côtés, des deux extrémités. Et puis il y a Trump. Trump qui fulmine, Trump qui dit n'importe quoi, Trump qui s'emporte pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un problème. Il essaie aussi de détourner l'attention de deux choses. D'abord, la récente situation avec l'ICE. Je crois que c'était au Minnesota, oui, au Minnesota. Ensuite, il y a un autre message sensible publié hier soir, celui concernant le budget militaire pour l'année prochaine. Donc adieu la position MAGA, complètement. Je veux dire, ça va être difficile à défendre. Et c'est assez inquiétant de voir à quel point les choses commencent à se défaire maintenant, après l'attaque contre le Venezuela. Je veux dire, précisément pour parler du budget, et puis le fait qu'il réprimande les entrepreneurs de la défense et leur demande d'être plus, tu sais, plus responsables avec l'argent et avec le pays lui-même sur la façon de fonctionner et sur la nécessité de réinvestir ces bénéfices à l'intérieur du pays plutôt que, tu sais, d'enrichir excessivement les dirigeants au milieu de tout ça. Donc oui, je n'ai pas de réponse définitive, malheureusement, pour celle-ci. Mais encore une fois, nous allons en voir plus de détails assez bientôt, j'en suis sûr. Et c'est tellement instable en ce moment qu'il est difficile de donner des réponses définitives à beaucoup de ces questions. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Tout ce conflit est tellement étrange. Je pense que c'est ce qui en a surpris beaucoup. Et puis pour les Européens, ils se disaient « Nous allons encore montrer notre loyauté. Nous ne critiquerons pas ce que Trump a fait. » Et ensuite, c'est pas seulement l'Amérique latine. Ça se retourne contre les Européens en disant « Oh, donnez-nous le Groenland. » Eh bien oui, mais tu sais, l'Espagne faisait partie de ce communiqué conjoint entre le Chili, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l'Espagne. Donc au moins il y a ça. C'est modéré, je pense, tiède. Mais dans les conditions actuelles, dans le contexte actuel, je pense que c'est au-delà de l'habitude. Le cas de l'Espagne, je veux dire. Mais c'est tout, c'est pas si loin. Et bien sûr, l'Espagne a de grands intérêts ici, et elle entretient la relation la plus étroite avec l'Amérique latine parmi tous les pays européens. C'est en fait la porte d'entrée de l'Europe vers l'Amérique latine. Donc c'est intéressant au moins de voir cette fissure très légère, je suppose, dans le consensus zombie en Europe en ce moment. C'est assez intéressant à observer.
Permettez-moi de poser une dernière question sur la légalité de tout cela. Comment les États-Unis procèdent-ils? Parce qu'ici, ils ont arrêté Maduro, ce qui est plutôt étrange. Cela ne semble pas avoir beaucoup de fondements juridiques. S'il n'y a pas de fondement juridique, alors les tribunaux ressemblent à un simulacre de justice. Sinon, il est difficile de savoir ce qui va se passer. Vont-ils le déclarer non coupable? Vont-ils dire « Oh, désolé, nous avons tué toutes ces personnes et enlevé le président. Tenez, nous vous le renvoyons. » Je veux dire, cela ne semble pas possible. Alors, comment construisent-ils cette affaire? Quelles sont les preuves? Oui, maintenant je veux dire, le résultat en lui-même est difficile à prévoir. Mais j'ai même l'espoir que l'une des possibilités soit qu'il revienne à un moment donné. Pas maintenant, bien sûr, pas dans les jours à venir, mais je n'exclurai pas cette idée, simplement comme un exercice d'imagination. Mais c'est drôle, c'est assez drôle quand on parcourt l'acte d'accusation. D'abord, je veux dire, on l'a déjà vu. Le cartel de Los Sols n'a pas tenu. Je veux dire, tout ce truc du cartel de Los Sols, c'est tout simplement plus un élément des accusations maintenant. Désolé d'interrompre, mais je pense que c'est un point très important, parce qu'ils l'ont même admis, je crois que c'était le Washington Post, qu'en fait, vous savez, ce grand cartel de drogue secret, dont nous disions qu'il était dirigé par Maduro, eh bien, il n'existe pas. Oui, désolé, ça n'existe pas. C'est extraordinaire. Oui, désolé, vas-y. Non, s'il vous plaît. Mais c'est vrai. Je veux dire, c'est important. C'est en fait le cœur de l'accusation portée contre lui, le qualifier de narcoterroriste. Et qualifier El Cartel de Los Sols, encore une fois, le soi-disant cartel SANS d'organisation narco-terroriste et terroriste, afin de justifier procéduralement tout ce qu'ils ont fait. Et cela explique aussi pourquoi ils l'ont fait. Cela ne fait pas que l'expliquer, cela le confirme, car nous en avons déjà parlé. Je pense même que lors de notre dernière rencontre, nous avions discuté de la facilité, de la plus grande facilité, qu'il y a dans les recoins de l'État fédéral à qualifier cela d'opération policière, de question de sécurité, et ainsi de suite plutôt que de guerre, et à ne pas instaurer une démocratie wilsonienne. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et il est maintenant clair que si l'on met cela en parallèle avec les déclarations sur le pétrole et les autres ressources, terres rares, or, gaz, eh bien le Venezuela en regorge. Il possède d'importants gisements. C'est la 4e réserve d'or du monde. Il détient la plus grande réserve de gaz de l'hémisphère, et ainsi de suite. Donc oui, c'est un point de bascule. Nous sommes en territoire inconnu. Et c'est une sorte de Rubicon stupide et vaniteux qui a été franchi d'une manière ou d'une autre. Et je ne pense pas que cela aura la majesté de Jules César. Je pense plutôt à des gens ici qui vont et viennent, réfléchissant simplement à un passage. Il y a un dicton ici, l'or qui se retourne se brise le cou. Et je vais en voir beaucoup se casser le cou dans ce genre de situation, si tu veux mon avis. Mais oui, je veux dire, c'est autre chose. Et c'est aussi nihiliste que possible. Il y a beaucoup de niveaux ici, Glenn. Tu peux penser, par exemple, à la façon dont il parle des compagnies pétrolières, mais j'ai beaucoup insisté là-dessus. Je pense que tout tourne autour d'Exxon, qui contrôle déjà, illégalement, les puits offshore et les eaux disputées entre le Venezuela et le Guyana. Et il contrôle complètement le Guyana en ce moment, le voisin oriental du Venezuela. Mets-toi dans leur tête et réfléchis. Je contrôle déjà ces nouvelles sources offshore, et maintenant je pourrais être en mesure de contrôler les plus grandes réserves de pétrole du monde. Voilà le point de vue d'Exxon. Mais Exxon, d'ailleurs, finance aussi beaucoup des comités d'action politique de Marco Rubio. Marco Rubio a aussi son propre intérêt personnel ici, en tant que grand artisan du changement de régime, le fils préféré de la faction Tony Montana du Parti républicain,
le Neocon South Florida Yard Club. Et en tant qu'enfant prodigue, celui qui est allé le plus loin d'un groupe qui a toujours été un fardeau pour le gouvernement américain depuis Kennedy. Et c'est lui qui a réussi à arriver jusque-là. Il se concentre bien sûr sur deux choses. Cuba comme prix final pour eux, et le ticket de 2028, que ce soit comme vice-président ou président. Qui sait? Il faudra attendre pour le découvrir. Et il essaie de tirer le meilleur parti de la situation, étant dans une position de pouvoir comme il l'est. Je veux dire, depuis Kissinger, il n'y a pas eu de responsable officiel qui contrôlait autant de choses en même temps. Le Conseil de sécurité nationale, avec toutes les autorités du titre 50 et les pouvoirs exécutifs qui y sont associés, le département d'État et aussi l'administrateur de, l'USAID en ce moment. C'est donc une quantité énorme de pouvoir, et il sait qu'il pourrait le perdre à tout moment si quelque chose se produit. Il a également déjoué tous les envoyés spéciaux de Trump. Il a surpassé Witkoff à Gaza et en Ukraine, et de même au Venezuela. Et puis il y a Trump lui-même, ce qui est bien inutile de commenter. Je veux dire, il s'occupe déjà de lui-même avec son étrange flux de conscience. Il dit déjà ce qu'il a à dire. Et ensuite, il y a les objectifs plus larges de l'Empire, qui se reflètent très clairement dans la stratégie de sécurité nationale, où il réalise, et cela suit de près le raisonnement d'Elbridge Colby, puisqu'il a été un auteur majeur de ce document, une force motrice derrière lui, qu'en gros, nous ne sommes pas capables d'affronter directement la Chine. C'est notre seul véritable adversaire. C'est aussi pour cela que nous déléguons d'autres points chauds à d'autres acteurs. Mais d'abord, nous devons faire ce détour dans notre propre hémisphère. Expulser tous les, et je cite, acteurs extra-hémisphériques, les actifs de contrôle, les ressources et les points d'étranglement, afin que, à court ou moyen terme, dans 5 ans environ, nous soyons capables d'affronter directement la Chine d'une manière très mécanique. Déjà, vous savez, la Russie a été apprivoisée d'une certaine façon, ou bien elle est trop occupée avec les Européens et tous les partenaires, ce qui a là une définition très intéressante. Tous les alliés font leur part et s'exposent dans ce scénario étrange. C'est donc assez fou de voir jusqu'où cela peut aller. Et déjà, je ne pense pas que ce soit seulement une possibilité, car cela devient un précédent si nous restons complètement neutres à ce sujet. Je veux dire, maintenant, bien sûr, c'est une question rhétorique. Mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, le gouvernement chinois d'entrer tout simplement à Taipei, d'arrêter tous les séparatistes et de déclarer l'unification sur le champ? Parce qu'il existe déjà un précédent établi par les États-Unis ou la Russie. Ce que j'essaie de dire, c'est que cela va provoquer bien plus de réactions négatives que prévu et très rapidement. Et oui, en ce qui concerne les répercussions au Venezuela, si la situation s'aggrave, je veux dire, une nouvelle série d'attaques, Dieu veuille que cela n'arrive pas. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas à 10 000 milles d'ici, c'est tout près, et l'impact sera plus fort. C'est aussi une aventure autodestructrice pour la société américaine dans son ensemble. Je veux dire, tu sais, il y avait ce type au 19e siècle, l'Inca Dionisio Yupanqui. Il était député des colonies aux Cortes de Cadix, qui représentait la première tentative libérale en Espagne pour instaurer, une autre forme de gouvernement après Bonaparte et tout ça. Et il a essentiellement dit quelque chose que Marx a souvent cité, qu'un peuple qui en opprime un autre est incapable d'être libre. Et comme on l'a déjà vu à Gaza, cela porte aussi en soi la graine de sa propre destruction, comme on le constate aujourd'hui dans la société israélienne. Je ne pense pas que ce sera différent aux États-Unis en ce sens. Et je crois que ces paroles sont aussi sages et aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Oui, non, il y a quelque chose de vrai là-dedans.
Ce genre d'oppression ronge l'âme d'une nation. Donc non, je pense qu'ils se font aussi beaucoup de mal à eux-mêmes. Merci d'avoir pris le temps et surtout, restez en sécurité. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres frappes sur Caracas. Merci encore d'avoir pris le temps. Merci Glenn, merci beaucoup. Et oui, ils ne passeront pas d'ici.